Chaque nuit, quand on s'endort, le cerveau subit une altération physique d'une violence assez inouïe. En fait, ces cellules se recroquevillent littéralement sur elles-mêmes pour laisser passer un véritable raz-de-marée de fluide. Ouais, un tsunami interne, c'est le terme. Et le seul but de ce mécanisme, c'est vraiment d'empêcher l'esprit de s'autodétruire. C'est fou de le dire comme ça. Bon, on va décortiquer tout ça pour cette nouvelle exploration. Parce que si on regarde l'histoire des sciences, c'est comme si on avait longtemps scruté le ciel étoilé avec des vieilles lunettes astronomiques un peu floues, quoi. On devinait vaguement la forme des galaxies. Tout à fait. Et puis un jour, on lance le télescope spatial James Webb. Exactement. Soudain, l'univers s'illumine avec une clarté vertigineuse. Et ce qui est fascinant avec les documents qu'on épluche aujourd'hui, c'est qu'on réalise que cette même révolution technologique est en train de se produire, mais pas dans l'espace, genre directement à l'intérieur de notre propre boîte crânienne. Le parallèle avec l'astronomie, il est vraiment super pertinent, surtout quand on réalise à quel point notre conception de cet organe a longtemps été complètement archaïque. Ouais, on imaginait ça comme une machine un peu figée, non? Exactement. Jusqu'à très récemment, l'approche scientifique voyait le cerveau comme une structure hyperstatique, une sorte de grosse masse de tissu fixe dont on essayait laborieusement de faire la carte. Avec des petites zones bien définies pour chaque truc. Voilà. Mais les recherches actuelles balaient complètement cette vision. Le système nerveux central, c'est un univers profondément dynamique. Il est régi par des marées internes, des ondes de synchronisation. Et des lois physiques qu'on commence à peine à piger. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on commence par cette fameuse altération de la nuit. Pendant des décennies, on traitait le sommeil comme un simple mode veille, quoi. L'équivalent de fermer le clapet de son ordi. C'est ça, pour économiser la batterie en attendant le lendemain. L'idée dominante, c'était vraiment que le cerveau se mettait juste sur pause. Mais les données qu'on a aujourd'hui montrent que c'est le maintenant d'une maintenance biologique qui est vitale. Et cette notion de repos, c'est sans doute l'une des plus grandes erreurs de toute l'histoire de la physiologie. L'avènement des nouvelles techniques, genre la microscopie biphotonique, ça nous a permis d'observer le cerveau vivant en temps réel. Et c'est là qu'on a découvert ce fameux système, le système glymphatique. C'est bien ça, hein? Exactement, le système glymphatique. Pour bien comprendre, il faut regarder ce qui se passe le jour. Pendant l'éveil, nos neurones consomment une quantité phénoménale d'énergie pour traiter les infos. Ce qui est logique vu tout ce qu'on fait. Bien sûr, mais cette activité métabolique, elle produit inévitablement des sous-produits, des déchets toxiques en fait, et plus particulièrement des fragments de protéines comme la fameuse bêta-amyloïde. Ah ouais, la fameuse. Et si ces toxines s'accumulent, ça perturbe la communication entre les neurones et ça finit par tuer les cellules. C'est ça, et c'est là qu'intervient le sommeil. J'ai toujours eu en tête cette métaphore d'une équipe de nettoyage, tu vois? J'imaginais que la nuit, des petites cellules nettoyeuses débarquaient avec des seaux et des balais pour récurer les locaux. C'est une image sympa, mais elle est un peu trop passive. En réalité, le cerveau modifie carrément sa propre architecture physique. Attends, comment ça? Il change de forme? En gros, c'est pas comme si des concierges nettoyaient un couloir, c'est le couloir lui-même qui s'élargit. Le cerveau est rempli de cellules gliales, les astrocytes pour être précise. Ok, et elles font quoi ces cellules pendant qu'on dort? Eh ben, pendant les phases de sommeil profond, elles se rétractent physiquement. Et cette rétraction augmente le volume de l'espace interstitiel, donc l'espace entre les cellules, de près de 60%. 60%. Mais c'est énorme. C'est un changement structurel de dingue. C'est massif, voilà. En s'ouvrant de la sorte, ça permet au liquide céphalo-rachidien, qui baigne normalement l'extérieur du cerveau, de s'engouffrer à l'intérieur du tissu. Et ça nettoie tout sur son passage. C'est pulsé par le rythme cardiaque. Ça vient littéralement laver les accumulations de protéines toxiques dont on parlait. Donc en fait, c'est plutôt comparable au système de drainage d'une grande ville. C'est comme si les rues elles-mêmes s'élargissaient brutalement la nuit pour laisser passer un torrent d'eau purificatrice. C'est une excellente comparaison, ouais. C'est quand même fascinant d'imaginer cette mécanique des fluides chaque nuit dans notre tête. Et l'implication directe, si je comprends bien, c'est que l'absence de ce raz-de-marée a des conséquences désastreuses. C'est le nœud du problème. Si le sommeil est perturbé ou si on n'atteint pas cette phase de sommeil profond, cet élargissement de l'espace interstitiel, il se fait pas bien. Et donc les déchets stagnent. Exactement. La protéine bêta-amyloïde s'agglutine et forme ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. Et ça, c'est la signature biologique des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Ah ouais, donc cette plomberie nocturne, c'est vraiment pas un luxe. C'est le mécanisme fondamental qui préserve l'intégrité de notre mémoire, de notre cognition. C'est la structure même de ce qui soutient notre identité mentale, qui dépend de cette vidange quotidienne, oui. Ça donne un poids monumental à l'hygiène du sommeil.
On ferme pas les yeux juste pour reposer la machine, on permet à la métropole de rincer ses rues pour éviter un effondrement toxique. C'est ça. Le cerveau ne dort jamais vraiment, il travaille autrement. Mais avançons un peu dans le cycle. Une fois ce lavage terminé, le jour se lève, on se réveille. Comment on perçoit le cerveau à l'état de veille aujourd'hui? C'est là que les découvertes récentes sont les plus surprenantes. Parce que moi, j'ai grandi avec cette idée très compartimentée. Tu sais, le truc du genre cerveau droit, créatif et cerveau gauche, analytique. Ou même l'idée que chaque fonction a son petit tiroir bien étiqueté. Ah oui, le fameux modèle modulaire. Eh bien, il est totalement obsolète. Totalement. Oui, il était juste le produit de nos limites technologiques de l'époque. Avant, on étudiait le cerveau à partir de lésions. Genre, un patient recevait un choc à l'arrière du crâne et perdait la vue. Donc, on se disait « Ah, la vision habite là ». D'accord, la méthode par déduction, quoi. Parce que si c'est pas un assemblage de petits tiroirs isolés, comment ça marche alors? Le cerveau fonctionne comme un réseau hyper distribué. Une fonction cognitive, ce n'est pas un lieu précis, c'est un schéma d'activation dynamique. Comment des milliards de neurones gèrent une émotion complexe alors? Moi j'avais en tête l'image d'une sorte de flash mob géant. Un flash mob? C'est-à-dire? Bah, tu sais, des milliers de personnes réparties en ville qui soudainement, au même instant, se mettent à exécuter la même chorégraphie pour produire un truc cohérent. Ah, je vois. L'image du flash mob est intéressante parce qu'elle capture la simultanéité sur de longues distances. Mais elle est fondamentalement trompeuse sur un point crucial. Ah bon? Lequel? Dans un flash mob, chaque danseur a appris la choré à l'avance. Il y a eu un concepteur, un plan et souvent une musique commune pour donner le rythme. Ah, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a tout organisé. Exactement. Alors que dans le cerveau, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de chef d'orchestre et surtout pas de centre de commandement suprême qui dit aux neurones de s'allumer. D'accord, donc c'est l'anarchie totale mais qui marche? En gros, oui. La clé de la neuroscience aujourd'hui, c'est le concept d'émergence. L'émergence. Donc, un phénomène complexe qui naît de règles simples, sans direction centrale. Comment ça se traduit biologiquement quand on ressent quelque chose? Prenons l'analogie Belot. Une molécule de H2O toute seule, elle n'a pas la propriété d'être mouillée. Ouais, ça n'aurait pas de sens. La notion d'humidité, elle n'émerge que lorsque des milliards de molécules de H2O interagissent entre elles avec certaines lois physiques. Pour le cerveau, c'est pareil. Donc la pensée, c'est comme l'humidité de l'eau. Exactement. La pensée ou une décision, ça émerge de la synchronisation super rapide de millions de neurones dispersés. Ils se mettent à décharger leurs signaux électriques à la même fréquence. Et c'est ça qu'on voit sur les ondes cérébrales, genre les ondes gamma. C'est ça. Ce sont des oscillations synchronisées qui vont lier des infos visuelles, auditives, mémorielles, éparpillées en un seul moment de conscience cohérent. C'est le principe de la plasticité de Hebb. Des neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Et tout ça sans aucune supervision. Une symphonie sans chef d'orchestre, générée par de la simple chimie. C'est dingue. C'est vertigineux, oui. Ce qui nous précipite direct vers le plus grand mystère de ces recherches. Si la pensée émerge comme ça, et que des milliards de cellules s'auto-organisent, qui est là pour faire l'expérience de cette onde? Ah, là on touche au problème difficile de la conscience. Ouais, parce que comment une danse d'électricité froide se transforme en, je sais pas, en l'expérience brûlante d'un chagrin d'amour, ou juste dans la sensation d'exister. C'est la ligne de faille de la science moderne. Le philosophe David Chalmers a appelé ça le problème difficile de la conscience, par opposition au problème dit facile. Et c'est quoi un problème facile pour les neurosciences? Un problème facile, c'est expliquer comment le cerveau intègre un signal visuel ou comment il commande un muscle. On peut décrire la mécanique, les flux de neurotransmetteurs. D'accord, la tuyauterie quoi. Mais le pourquoi? Pourquoi ce traitement physique de l'information s'accompagne d'un ressenti subjectif intime? Ça reste une énigme totale. On n'a aucune loi physique pour expliquer ça. Aucune. Rien n'explique comment la matière organique génère l'expérience en première personne. C'est fou. Et les révélations sur notre perception de la réalité rendent le truc encore plus troublant, parce qu'on a naturellement l'impression d'être assis dans un petit cinéma à l'intérieur de notre tête, non? Le fameux théâtre cartésien, oui. Voilà, derrière nos propres yeux, on regarde le film en direct de ce qui se passe dehors. Genre, les yeux capturent la lumière, les oreilles le son, et le cerveau affiche le documentaire. C'est l'idée reçue par excellence. Mais la théorie actuelle, le codage prédictif, renverse complètement cette logique. On n'observe pas la réalité en direct. Attends, comment ça on n'observe pas en direct? Il faut se rappeler un truc basique. Le cerveau est enfermé dans l'obscurité la plus absolue et le silence total de la boîte crânienne. Il n'a aucun contact avec le monde extérieur.
C'est vrai, c'est juste une boîte noire. Tout ce qu'il reçoit, ce sont des impulsions électriques par les nerfs sensoriels. C'est un flux de données brutes, ambiguës, pleines de bruit. Et donc, pour survivre, il peut pas juste attendre de décoder tout ça, ça prendrait trop de temps. La latence serait mortelle. Si tu attends de traiter visuellement un prédateur pour savoir qu'il est là, t'es déjà mort. Donc s'il doit réagir vite, il doit deviner avant même que l'info n'arrive. C'est ça l'idée de la machine prédictive? C'est exactement ça. Le cortex génère en permanence des prédictions. Il simule à chaque instant ce qui devrait se trouver autour de nous, basé sur nos souvenirs et le contexte. Et les yeux, ils font quoi alors dans cette histoire? Ils envoient les signaux ascendants. Et c'est là qu'est la mécanique clé. Le cerveau ne traite pas tout, il ne s'intéresse qu'aux signaux d'erreur. Aux erreurs, c'est-à-dire? Si ce que tes yeux voient correspond à la prédiction interne du cerveau, le signal est ignoré. On ne perçoit que notre propre prédiction. Mais s'il y a un décalage, un bruit inattendu, une marche manquante dans le noir, là, l'erreur remonte au cortex pour qu'il mette à jour son modèle. Attends, faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes. Si je comprends bien, quand je regarde, disons, la tasse de café sur la table devant moi, je ne vois pas les photons rebondir sur la tasse et entrer dans mes yeux. Non, pas directement dans ton expérience consciente. Mon cerveau projette sa propre simulation 3D de la tasse et mes yeux font juste un check rapide pour dire « Ouais, pas d'erreur, elle est bien là ». C'est l'idée, oui. Mais non, techniquement, ça veut dire que ma perception n'est une hallucination générée de l'intérieur qui se trouve simplement validée par mes sens. C'est le terme exact employé par les chercheurs. Notre expérience du monde est une hallucination contrôlée. Hallucination contrôlée? C'est dingue. La réalité qu'on perçoit est une réalité virtuelle organique générée par le cortex. La seule différence avec une hallucination pathologique, c'est le traitement des erreurs. C'est-à-dire que dans la maladie, le frein lâche. Voilà. Si pour des raisons chimiques, le cerveau cesse de corriger ses prédictions avec les données sensorielles, le modèle interne prend le dessus. La personne entend des voix ou voit des choses car son cerveau projette sans tenir compte des freins sensoriels. Mais l'usine qui fabrique l'image est la même. Exactement la même usine, oui. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour le futur? Si notre esprit est cette machine surpuissante qui simule la réalité à partir de simples signaux électriques, qu'est-ce qui se passe si on commence à trafiquer les données d'entrée? On entre dans le domaine des interfaces cerveau-machine, et c'est fascinant. Ouais, parce que c'est le passage le plus vertigineux des textes. On a aujourd'hui des patients paralysés qui arrivent à piloter des bras robotiques ou à écrire sur un écran juste avec de petits implants sur leur cortex moteur. Tout à fait grâce aux implants de microélectrodes. C'est comme si le cerveau était un hyper polyglotte, quoi. On lui donne un langage totalement artificiel, du silicium, du binaire, et au lieu de le rejeter, la machine prédictive l'apprend et l'intègre. Cette plasticité est phénoménale. Et il faut bien comprendre que le cerveau ne traite pas la technologie comme un simple outil qu'on tiendrait dans la main. Il le traite comment alors? Les expériences montrent un vrai phénomène d'incorporation. Quand un patient s'entraîne à bouger un bras robotique, son cortex moteur se reconfigure. Il révise son propre schéma corporel. La carte interne de son corps? Oui. Il inclut le dispositif mécanique dans sa carte. Du point de vue des prédictions de son cerveau, le bras en métal fait littéralement partie de son corps physique. Donc le cerveau étend ses propres frontières au-delà de l'os du crâne en assimilant des signaux non biologiques. Sur le plan médical, c'est prodigieux pour réparer des lésions de la moelle épinière. C'est une révolution médicale, c'est certain. Mais philosophiquement, ça soulève des questions immenses sur ce que c'est qu'être humain, non? Absolument. Si la neuroplasticité permet d'intégrer des flux de données totalement artificiels, avec autant de fluidité, la frontière entre biologie et technologie devient très floue, voire académique. Le cerveau s'en fout que ce soit de la chair ou de la machine. Il n'a d'allégeance qu'envers l'information. S'il peut s'interfacer avec du silicium aujourd'hui, demain, il pourra recevoir des flux directs d'Internet, de capteurs environnementaux, et les intégrer à son hallucination contrôlée, comme s'il s'agissait de la lumière sur notre rétine. Waouh! Le saut évolutif est hyper difficile à conceptualiser. Si on retrace un peu tout ce qu'on vient de voir là, on est parti du nettoyage microscopique de la nuit, avec nos cellules qui se contractent pour purger nos toxines. La maintenance de base, vitale pour notre identité. Ensuite, le jour, cette même matière orchestre une symphonie sans chef, une émergence synchronisée qui crée la pensée. Une pensée qui est une simulation prédictive. Voilà, une hallucination contrôlée permanente. Et maintenant, on en est au point où cette machine commence à fusionner avec des puces électroniques. Finalement, ce qui est le plus fou, c'est pas les réponses qu'on a, mais l'immensité de ce qui nous reste à découvrir. C'est une belle leçon d'humilité épistémologique. On a compris les trous noirs avant de comprendre comment l'eau nettoie nos synapses ou comment on perçoit une tasse de café. C'est tellement vrai.
Ce qui m'amène à une dernière pensée vertigineuse pour ceux qui nous écoutent, pour clore cette discussion. Sachant que le cerveau peut intégrer des capteurs artificiels comme si c'était son propre cœur, et que notre réalité n'est qu'une simulation générée selon les signaux qu'on reçoit. Oui? Que se passera-t-il le jour où on n'utilisera plus ces implants juste pour réparer des handicaps, mais pour écrire de nouvelles données? Mhm. Si on code artificiellement de nouveaux signaux pour voir de nouvelles couleurs qui n'existent pas, ou pour ressentir les champs magnétiques, On ne réparerait plus l'humain, on concevrait consciemment nos propres réalités sensorielles. Ce serait le passage d'une espèce qui subit passivement sa perception à une espèce qui devient l'architecte intentionnel de sa conscience. devenir l'architecte de sa propre conscience. Ça donne vraiment matière à réfléchir. D'ailleurs, en éteignant la lumière ce soir, c'est saisissant d'imaginer cette mécanique des fluides qui s'apprête à commencer son grand ménage silencieux dans le noir. C'est la base de tout. Sur ce, bonne réflexion à toutes et à tous.